Le One A Club est un podcast financé par les tipeurs. Les tipeurs, c'est Carotte, Tot, Chevonne, El Pouillou, Stéphane et Warloff. On n'a jamais entendu leur voix et je me demande si pour une émission de 100, ils ne pourraient pas nous faire une petite chronique qui nous enverrait. Moi, je trouve que ce serait vachement sympa parce que non seulement ils nous payent, mais en plus on les fait bosser. Et c'est à ça que ça sert les tipeurs. Ce sont des gens qu'on exploite un peu pour qu'ils soient cool. Surtout que pour fêter ça et la participation des gens, on a Evelyne qui, pour l'émission numéro 200, est obligée de participer et de parler, parce que c'est la 200e émission, qu'elle a assisté à au moins une dizaine d'entre elles avec nous, et qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle ouvre sa bouche. Voilà. Hein ? On est bien d'accord ? Jacques Glénat sort de ce corps. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui fait chier ses auditeurs. Et qui rate ses sorties de jingle parce qu'il est fatigué. Voilà, comme ça. Ouais, il y a mon casque qui s'est coupé juste au moment où on était à la fin du lancement des jingles, parce que j'ai lancé le bouton dessus. Je suis One A Pied et je suis là pour vous parler de bande dessinée, accompagné de mon fidèle acolyte, mon sidekick adoré, Thio. Bonjour sidekick. Bonsoir. Azatov dit c'est le 187 alors ? Là, on est au 193e épisode. Je sais pas ce que tu as dû dire, mais tu as dû dire une bêtise. Ouais, je sais plus. Et dans ce One A Club 193, nous allons vous parler de l'assistante de la Baba Yaga. C'est pour les enfants. De Porn Story. C'est pas pour les enfants. De Beastars numéro 1 et 2. On pourrait croire que c'est pour les enfants, mais c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. De Charlotte Impératrice. C'est pas pour les enfants. De Jessica Jones, tome 3 et 4. C'est pas du tout pour les enfants. Non. De Giants, tome 2. Non, voilà. Et après, on vous fera des express. Nous parlerons de la revanche du retour de la guerre de je sais pas quoi qui contre-attaque. De la guerre des étoiles qui contre-attaque. Et des spectaculaires tome 3. Et je crois ça, c'est pour les enfants. Oui, c'est des spectaculaires tome 3. C'est pour les enfants. Donc, si vous êtes un enfant, sachez que... exact, il a raison. L'image indique quand même très honnêtement le OEC numéro 187. Ah oui, c'est moi qui ai fait un gros bug dans l'image que j'ai construite parce que j'ai oublié de changer le numéro de l'émission dessus. Alors, sous-entendu, ça fait quand même du coup 6 émissions qu'il n'a pas changé le logo, quoi. Non, si, ça je l'ai changé sur les autres. L'autre indiquait le bon épisode. Je fais des erreurs, mais pas tout le temps. Ouais. Alors, juste pour noter quand même qu'à chaque fois on remercie nos tipeurs, mais il faut aussi quand même remercier Evelyne parce que c'est la seule adhérente à notre asso. C'est vrai. Je veux dire, dans le numéro de carte d'adhérent, en fait, elle est la numéro 0001. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Bravo. Elle a gagné la carte d'adhérent qu'on n'a jamais faite d'ailleurs. C'est vrai, on ne lui a jamais fait. Voilà. Mais c'est la seule de toute façon adhérente en plus des 3 personnes qui sont dans l'asso. Ouais, ce qui est une grosse asso. Voilà. Alors que Jérôme, lui, n'a jamais donné une thune. Mais bon, Non, mais Jérôme est parti de toute façon. Voilà, non, mais je veux dire, je dis ça comme ça. Hein, voilà. Hein, si tu nous écoutes, Jérôme, on pense à toi. Il nous écoute même plus, c'est fini tout ça. Il a tiré un trait. Allez, on va peut-être passer à la chronique, là, je crois. Vas-y. L'assistante de la Baba Yaga, donc chez Kinaï, fait par Makula et Carole. Donc on va suivre l'histoire de Masha qui est pas une peste mais quand même pas loin et qui du coup va se retrouver dans l'univers des contes russes et va se retrouver devant la maison de la Baba Yaga, essayer de rentrer dedans et ensuite elle va réussir à rentrer à l'intérieur. Dans ce cas-là, la Baba Yaga elle veut dire que tu vas avoir un taf d'assistante, mais pour être l'assistante de la Baba Yaga il faut réussir des épreuves. Et petit à petit, Masha va réussir à monter dans l'estime de la Baba Yaga et devenir réellement son assistante. Bien que, on va pas faire du teasing, mais il y aura des changements sur la fin. Alors c'est un bouquin que moi j'ai découvert. Alors c'est pas un bouquin que j'ai découvert d'ailleurs, c'est un PDF en fait que Kinaï avait eu la gentillesse de nous envoyer avant l'édition du bouquin. Que j'avais en fait crowdfundé. Voilà. Donc on les avait eus.
Et bien, franchement, juste pour revenir là-dessus, la lecture en format numérique, putain, c'est chiant. Que ce soit sur ordinateur ou téléphone, c'est chiant. C'est pas prévu pour. Et voilà, peut-être sur tablette, mais j'ai pas essayé la tablette parce que la mienne est morte. Petite cagnotte Litchi aussi, si vous voulez, pour ça, parce que dans le 192, je demandais une cagnotte Litchi pour un ordi. Si vous avez une tablette qui traîne, n'hésitez pas à penser à nous. Tu écoutes trop l'apéro du Capitaine, toi. Vas-y, continue. Quoi, j'essaie de gratter, merde. Si ça pouvait fonctionner, écoute. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans l'assistante de la Baba Yaga ? Un graphisme qui pourrait paraître simpliste, mais qui finalement a beaucoup de détails et qui, avec les changements de perception qu'on peut avoir, parce qu'il y a des moments où on a l'impression d'être dans une sorte de monde réel, des fois on se retrouve dans un monde un peu plus onirique, eh bien ces changements-là, en fait, les changements de ton, de teinte, de traits qu'on peut avoir en fonction des personnages, ben, ça donne, je trouve, une ambiance qui est très sympathique, un peu cartoony parfois, un peu vieux dessin de vieux contes comme on pouvait avoir quand on était petit, les vieux bouquins de... Faudra mettre Une chaise qui grince. Les chaises qui grincent. Les vieux contes qu'on avait en format papier, bon, sur un papier un peu recyclé dégueulasse, mais ces couleurs-là, ben, ça donne, je trouve, voilà, un vrai petit goût de Madeleine, quoi. Tu sais, la Madeleine de Proust, où tu reviens un peu aux racines. Et ben, ça m'a beaucoup plu. Et l'histoire de cette petite assistante qui était un peu pestouille et qui finalement devient une personne un peu plus grande, un peu plus mature, avec un peu plus de plomb dans la tête, bah là, j'ai trouvé ça assez sympathique aussi. Donc j'ai passé un bon moment avec cette assistante de la Baba Yaga. Je ne serais pas allé du tout au départ vers ce type de bouquin et de produit, mais finalement, ça a été un vrai plaisir. Alors moi, j'avais été très intéressé par Kinaï, qui voulait publier du comics jeunesse, en allant chercher vraiment chez des éditeurs de comics jeunesse qui sont effectivement assez peu représentés en fait, ou alors dans quelques collections aléatoires sans forcément qu'on nous rappelle que c'est du comics. Et c'est ce bouquin-là en particulier qui m'avait donné envie de m'y intéresser, parce que j'avais beaucoup aimé Dans les bois d'Émilie Carroll, dont j'avais vraiment apprécié son trait. Assez simpliste, mais qui montrait assez bien aussi l'horreur, ce côté un peu sombre. Trait qui est un peu plus léger là-dessus, un peu plus rondelé, j'ai envie de dire, sur les personnages. Plus enfantin. Je pense que c'était aussi l'objectif, de toucher peut-être un public un peu plus jeune avec quelque chose de plus léger dans le trait. Et puis de se rapprocher du conte. Et ce conte qui est assez étonnant parce qu'il est dans le réel et le contemporain, tout en parlant d'histoire, la légende de la Baba Yaga, quoi, la vieille histoire russe. Et on se doute un peu que la Baba Yaga n'est pas aussi méchante que ce qui en est dit, mais quand même, on se doute un peu de ce qui risque d'arriver, mais ça réserve quand même des surprises. Et c'est une belle histoire, c'est un beau conte. J'ai passé un bon moment, franchement, à le lire. Et je me demande même si, tu vois, ce serait pas lisible par ma fille de Satan, tu vois, parce que c'est pas violent, il y a de l'action, il y a des choses qui font peur, ça reste jeunesse, ça reste accessible aussi aux plus vieux, parce que je pense que c'est un peu le public plus vieux, mais ça peut marcher avec des plus jeunes. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment avec ce bouquin. Puis qui rappelle un peu les bases de la légende de la Baba Yaga, tout ça. Enfin, c'est très sympa. Puis la maison avec les pieds de poulet. Ouais, la maison avec les pieds de poulet, toujours très agréable. Voilà. Donc, l'assistante de la Baba Yaga j'ai oublié le prénom de la scénariste, Makula et Émilie Carroll. Oui. C'est Jolie Ténèbres dont je crois que tu parles, Azertov. Ah, Azertov nous parle je crois, petite fille, oui, avec les petites dans les bois, je crois que c'est Jolie Ténèbres. Non, Dans les bois, c'était un recueil d'histoires courtes d'horreur qui était très très sympathique. Voilà, donc j'avais bien aimé. Nous passons maintenant à Porn Story. Et là, comme on le disait, ce n'est plus pour les enfants. Ralph Koenig est un spécialiste de la bande dessinée, je ne vais pas dire porno, mais de la bande dessinée qui n'hésite pas à parler de cul.
et à le montrer. Mais surtout, en général, du porno qui est en accord avec ses goûts personnels, donc du porno homosexuel. Il a un style de dessin très particulier à gros nez. Voilà, il aime bien dessiner des gros bonhommes baraques un peu velus, parce qu'il aime les gros bonhommes baraques et un peu velus. Et il a beaucoup d'autodérision sur l'homosexualité, et il s'en moque allègrement en jouant sur les clichés qu'il peut y avoir autour de ça. Pas parce que vaut mieux en rire que de s'en foutre, j'ai envie de dire. Et c'est plutôt... voilà. C'est très, très étonnant, mais souvent drôle. On avait bien aimé sa précédente bande dessinée avec Barry Rouston dans l'espace. Et là, il s'attaque à quelque chose d'un petit peu différent, parce qu'il va nous raconter une histoire hétérosexuelle, ce qui peut surprendre au premier abord, parce que c'est un sujet, mais qui va aussi nous raconter une histoire de découverte de la... pas de la sexualité, parce que c'est pas la question, mais découverte de la pornographie à travers le temps. En suivant le destin d'une famille et de leur rapport à la pornographie. Chaque chapitre est plus ou moins court. Par exemple, on a un chapitre très court sur les débuts de la pornographie, avec la découverte des premières images, des premières photos, puis les débuts du film, puis la VHS, où là nous allons suivre le fils de, je ne sais plus comment il s'appelle, le héros, avec la VHS. Et ensuite on passe au DVD, où là maintenant ce monsieur se retrouve père de famille, etc. Voilà. Et puis surtout de cette honte de la pornographie, du fait qu'on la cache, qu'on ne la montre pas, que c'est pas bien de montrer de la pornographie, que moi je sais que j'en ai chez moi et que je peux dire juste que oui, non mais tu comprends, c'est parce que je suis ouvert à toutes les BD. Tu vois, moi j'ai une excuse, genre d'un télo, de lecteur de Télérama. Tout le monde n'a pas ces excuses-là. Ouais, pourtant je lis pas Télérama. Et... mais je lis de la BD porno. Oui. Et donc, la trame principale, c'est que notre héros, lorsqu'il était plus jeune, avec un de ses potes, ils sont allés participer à un gangbang sur un tournage de porno. Je sais plus, en Hollande ou je sais plus quel truc. Et donc, ils s'étaient arrangés pour qu'on puisse pas les voir, qu'ils soient masqués, sauf que notre héros a un tatouage placé à côté du pénis et que il a été filmé du mauvais profil, et donc on voit ce tatouage. Ça, c'est la base, jusqu'au jour où, quelques années après, alors que sa femme est en train de ranger la cave, enfin le grenier, elle trouve une pile de vieilles VHS. De DVD déjà, de DVD, parce que le gars, il avait fait repiquer son truc sur DVD. Le mari dit « Ah, ça doit être notre fils !» Tout de suite, courageux, il assume totalement. La femme est outragée que son fils puisse regarder ce genre de choses où les femmes sont maltraitées et où, franchement, c'est une honte, etc. Mais décide de comprendre ce que c'est, ce qu'il regarde, et elle tombe sur cet extrait où elle reconnaît le tatouage de son mari. Je pense que j'en ai déjà pas mal raconté, je vais pas rentrer dans les détails de la suite, mais c'est pour donner une idée de l'humour qu'il peut y avoir, ce côté un peu comédie des mœurs, de moquage de la société, et puis de cette hypocrisie autour de la pornographie chez les hommes. Je pense qu'on peut l'admettre en général. Et j'ai réussi à parler de cette bande dessinée en étant tout public, j'ai l'impression. Non, je suis... Waouh, bravo. Hey. Non, mais... là, voilà. Donc, voilà, moi j'ai trouvé ça... on me dit que ça ressemble à du fluide glacial. On est totalement dans l'approche. Ralph Koenig, il avait fait une BD qui avait été adaptée en film. C'était La capote qui tue. C'était une histoire d'horreur. Une capote avec des dents. Ça tue. Bref, voilà, j'ai vraiment beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé aussi parce que toutes les scènes de vidéos, de films qu'il y a sont dessinées par un autre auteur, dans un style très minimaliste. Ça change du côté très gros nez de Ralph Koenig. Et qu'ils ont mis à la fin du bouquin les tracés des chats qu'ils ont eu entre eux. Je sais pas si tu les as lus, et qui sont super drôles, où en gros ils expliquent comment ils se sont mis d'accord sur cette BD. Ça a l'air d'être vraiment les chats qu'ils ont fait en copier-coller, j'ai l'impression. Et c'est un petit bonus que j'ai trouvé sympathique. Voilà, où ils réfléchissent, attends, comment je vais dessiner ça, machin chose, enfin... Voilà. Moi, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. C'était fun. Je trouve que ça ferait une bonne pièce de théâtre.
Ça pourrait parce que le côté cocasse de certaines discussions où donc tu as d'abord lui ses premiers émois, on va dire, par rapport au porno quand il était petit sur Super 8, parce qu'en fait comme tu disais, tu suis l'évolution technologique, c'est Super 8, VHS, DVD. Et après on a aussi le lien avec son père. Aussi parce que son père qui regardait les vidéos Super 8, etc. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi ce côté transrelationnel. Et il y a vraiment beaucoup de scènes qui sont drôles, vraiment. Moi, il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire parce qu'elle m'a fait penser à une scène de Friends où tu as Ross et Joey qui se posent la question parce qu'ils sont peut-être sur le point de se faire un plan à 3 et ils se fixent des règles, quoi. On éteint la lumière, on allume, ouais, on va se voir. Non, on éteint. Mais attends, si on éteint, peut-être que je peux te toucher. Ah non, on allume. Et c'est cette scène où ils sont juste avant de faire le gangbang. C'est un peu ça, quoi. Ils sont tous les deux là à se dire, mais comment est-ce qu'on va faire ? Ils sont en train d'attendre. C'est vrai, Et il y a plein de scènes comme ça, en fait, où moi, j'ai beaucoup ri, en fait. J'ai passé vraiment un moment très drôle. Alors, j'ai trouvé ça plus drôle, quand même, que Barry Rouston. Oui, moi aussi. Peut-être qu'on se reconnaît un peu plus dans les personnages. Peut-être, ouais, mais après, voilà. T'as déjà fait des tournages en Hollande ? Non, jamais. Je suis jamais allé en Hollande, en fait. C'est ça le problème. Mais voilà, pour les 10 ans, on fait ça, tiens. On invite Thierry. Voilà. Ok. Voilà, bon, un sourire un peu gêné, ça. Ouais, c'est ça, le petit. Écoute, bon bouquin. On ne le met pas entre toutes les mains, mais je trouve que c'est un bon bouquin d'humour avec des situations cocasses. C'est vrai qu'une adaptation tu sais quoi, regarde, en pièce de théâtre, tu le proposes, toi, tu pourras la faire cette année. Ouais, je pourrais la jouer, ouais, ça serait rigolo. Ça serait rigolo. Je suis pas sûr que ça plairait à tout mon public. Déjà, il faudrait qu'ils lisent la BD puis il y aurait du taf d'adaptation quand même. Hein. Voilà. Hey, ça se tente. Beastars. Nous allons vous parler du volume 1 et du volume 2. Ouais, on fait un condensé en 2 en 1. Alors, nous sommes donc dans une BD avec des animaux, ce qui veut dire une BD... Pour Thio. Une BD... Animalière. Anthropomorphe. Voilà. Mais c'est une BD pour Thio, en général, quand il y a des animaux. Quand il y a des animaux... Ouais, voilà, celle-là, cette phrase, tu la ressors pas quand même. Quand il y a des animaux, c'est pour Thio, ça peut vite... C'est le titre de l'épisode. Vas-y. Alors, donc, nous sommes dans une université où il y a des animaux. Donc, des animaux, certains sont carnivores et d'autres herbivores. Mais les carnivores et les herbivores cohabitent sans se manger les uns les autres. Non, sans que les carnivores, en fait, dévorent les herbivores. Mais il y a eu un meurtre au club de théâtre. Un des personnages a été sauvagement dévoré à moitié. Donc sans doute par un carnivore. Et donc le souci, c'est qu'au sein de l'université, ça va créer des tensions où les herbivores vont commencer à voir le mal partout et où les carnivores vont dire, mais attendez, il s'est peut-être passé ça, mais enfin, on va peut-être pas non plus tous payer pour un carnivore qui a pété les plombs, quoi. Mais le problème n'est pas réellement finalement dans ce meurtre qui va avoir lieu et qui va en fait tout déclencher. Parce que l'essentiel de l'histoire va être de suivre en fait notre... alors je ne me rappelle plus... Legoshi. Legoshi, qui est un loup. C'est comme Legolas, mais qui a envie d'aller aux toilettes. Il n'est pas fatigué, il a envie d'aller aux toilettes. Non, en fait, Isaac est vraiment parmi nous, quoi. Je veux dire, on dirait des blagues pourries, mais... c'est plus de mon niveau, ça, mais vas-y. Enfin bon. Et donc, Legoshi, en fait, est un loup, mais un loup très discret, très gentil. Le carnivore très en retrait. Le mec, il veut même pas qu'on lui mette du sang à côté de lui parce que ça pourrait peut-être des fois déclencher des sortes de volonté de meurtre. Donc voilà, le personnage très introverti par rapport aux autres. Même par rapport à son activité dans le club de théâtre. Parce que lui, en fait, il est dans le club de théâtre, mais en fait, il est juste au service technique. C'est-à-dire qu'en fait, il fait l'éclairage du théâtre. Bien que pourtant, il soit passionné par le club de théâtre, tu sens que il a envie que ça marche, que ça fonctionne, parce que ce club de théâtre est aussi vraiment le lieu de rencontre de la fac pour les carnivores et les herbivores, en fait. Ils se retrouvent tous à cet endroit-là, et c'est l'un des seuls clubs où ils sont mélangés entre eux pour travailler. On va donc
laisser finalement de côté le meurtre du début pour suivre les gauchis, pour suivre les relations qu'on va avoir avec les différents personnages, avec cette pièce de théâtre qui est la pièce, on va dire, le plus grand événement de l'année universitaire, parce qu'en fait, toute la fac vient, les gens autour viennent aussi. C'est vraiment le plus grand moment. Ils en font 2 ou 3 représentations. Et donc, voilà. Un des personnages a été tué. Il va y avoir des changements dans les acteurs de la pièce. Des multiples rebondissements. Et dans tout ça, il y a, je trouve, alors, graphiquement, on en parle tout de suite, c'est splendide en fait. Ah si, non, ça y est, je vois ta tête que tu vas dire que c'est mauvais. Moi je trouve ça très joli parce que tu as un côté à la fois un peu dessin animé simpliste mais mignon. Et il y a des moments en fait où on est un petit peu quand on suit les gauchis, qu'on est un peu dans ces vapeurs de carnivore quand ils montent un peu en pression. L'espèce de déformation que tu peux avoir sur l'image. Ouais, mais ça y est, allez, voilà, ça y est. Non, c'est pas un reproche, je dis juste que c'est une image que la classe. J'ai droit, non? Ouais, voilà. La classe, ça, tu vas critiquer, je sens quand même. Bon, voilà, pour le graphique, moi, ça m'a beaucoup plu. Je trouve ça très joli. Et ensuite, au niveau de l'histoire, il y a un vrai côté un peu philo, parcours initiatique, en fait, découverte de soi, où en suivant justement les différents personnages, tu vois qu'il y a des choses qui se mettent en place, des relations qui se mettent entre eux, qui sont quand même super intéressantes. Et moi, ça me donne vraiment, vraiment envie de lire la suite. J'ai mis du temps à le lire parce que j'avais une pile énorme de bouquins à rattraper. Et en fait, quand j'ai lu le tome 1, je t'ai dit, si t'as le tome 2, vas-y, envoie parce que j'ai envie de le lire, quoi. Et du coup, c'est passé au-dessus de trucs que je devais lire avant, mais c'est un vrai plaisir. Je suis vraiment régalé. Alors, je vais revenir sur le dessin parce que tu me voyais critique sur le graphisme. Non, je ne vais pas dire que c'est... disons que j'ai du mal à dire splendide. C'est un très beau dessin. Moi, ce qui m'a surpris, c'est ce côté un peu lâché par rapport au dessin très, très propre et très souvent lisse, taillé au cordeau qu'on a dans le manga. Souvent, on a quelque chose de, tu vois, directement adaptable en dessin animé, quoi. Là, c'est pas le cas. D'ailleurs, il y a une adaptation dessin animé et tu vois qu'ils n'ont pas réussi à garder cette richesse du trait. Tu vois, ces petits traits que tu peux avoir un peu partout, ce côté un peu plus à l'ancienne, moins moderne. Si, très moderne, mais très dynamique. Et oui, très lâché. Dans certains passages, effectivement, ça sert le récit. On voit ces personnages qui ont tous l'air un peu torturés. Mais dans d'autres... Effectivement, il y a des dessins qui ont la classe, donc j'en montrais un tout à l'heure pour ceux qui sont en vidéo, où on a les personnages qui en jettent, on a les scènes d'action ou les scènes de combat intérieur, ou quand le personnage est en train de se retenir, de laisser ses instincts de carnivore reprendre le dessus. Il y a tout ce côté-là, franchement, qui est très réussi. Donc, j'irai pas jusqu'à splendide, mais très adapté au récit et super efficace. Pour moi, ça marche super bien. Et oui, il y a quelques illustrations qui sont splendides, mais il n'y a pas de, tu vois, je veux dire, de cohérence sur toute la BD. Tu vois que parfois il te fait une pleine page pour montrer une action, pour montrer une entrée, pour montrer ce genre de choses-là, où là, bam, il se lâche et te dit tiens, prends ça dans ta gueule. Et puis le reste du temps, il va juste servir son récit et son histoire. Ce qui n'est pas un reproche, hein, c'est... Ouais, mais justement les grandes doubles pages où ça envoie du lourd, c'est souvent... Là, on peut dire... Oui, non, mais mais je trouve que c'est super bien mené parce que c'est souvent les moments où, ensuite, tu vas avoir, scénaristiquement, un moment très important. Dans le tome 2, par exemple, il y a un combat qui se passe à un moment sur scène. Ouais. Justement, ça commence par par une grande double page, et je trouve que ce combat, pour moi, il était d'une intensité. Ah oui, super efficace. Je suis resté mais sur le cul, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu sur un combat dans un manga. Et surtout sur un combat, finalement, où il y a finalement peu de mouvement. Et que c'est pas un manga de baston. Ouais, mais moi, je suis resté vraiment... je l'ai lu avec vraiment un plaisir, une anxiété de savoir ce qui allait se passer à la fin. Mais moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de petits coups comme ça sur un... Moi, ce qui m'a aussi beaucoup
surpris. C'est-à-dire que c'est une bande dessinée qui m'a surprise. Ça commence comme, j'ai envie de dire, c'est Riverdale, quoi. Ça commence, tu es dans un lycée, tu as les groupes avec chacun son petit archétype classique. Alors là, ils accentuent de façon animalière, mais tu pourrais trouver... ils arrivent à partir sur d'autres clichés, mais tu pourrais trouver tout ce que tu trouves dans le classique avec la pom-pom girl, le chef de l'équipe de football américain, etc. Il a juste recadré ça dans un univers un peu différent, dans le cadre du club de théâtre plutôt que dans le club de foot, hein, j'ai envie de dire. Donc ça fait plus université, on va dire, du cercle des poètes disparus. Voilà. Mais on reste dans ce modèle d'université à l'américaine, tout ce côté-là. Et donc, tu as un peu ce côté-là et tu te dis, ouais, on est dans une série adolescente, quelque chose de sympa où il y a un meurtre, il va y avoir un mystère, un thriller, on va s'inquiéter là-dessus. Les personnages vont tous se poser des questions intérieures parce que ça reste des gamins et qu'ils ne savent pas où ils en sont, ce qu'ils sont et comment se positionner dans le monde. Sauf qu'en début de tome 2, il y a une scène que je ne vais pas révéler, qui est une scène étonnamment adulte dans ce genre de récit. Mais très étonnamment adulte. Disons où il n'y a rien de... Je crois pas qu'il y ait d'images explicites, mais ça parle de cul. Voilà, on va le dire clairement. Et je ne m'y attendais pas du tout, parce que surtout que les circonstances dans lesquelles ça parle de ça m'ont choqué. Pas parce que... Enfin, m'ont choqué parce que c'est pas dans cette BD que je m'attendais à ce genre de choses. Ça m'a laissé sur le cul. Et j'ai trouvé ça très très fort parce que d'un coup, cette BD que je trouvais sympathique, au tome 2, donc, ça arrive, a pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas. Et ça fonctionne très bien. Et cette galerie de personnages, pour en revenir dessus, est aussi super intéressante parce que tu n'as pas trop accentué là-dessus. Par exemple, le Beastars, qui est censé être l'animal qui représente le mieux l'université, celui qui est le représentant, quoi, qui devient le symbole. Là, en gros, c'est le chef du club de théâtre, en gros, qui est un cerf, qui est un herbivore qui a des attitudes de carnivore. De dominateur, en fait. Pas de carnivore, mais vraiment de dominateur. Et ça reste un personnage très torturé qu'on découvre dès le tome 2. Pourtant, ça va vite, quoi, à se rendre compte que c'est un personnage qui a beaucoup plus de profondeur qu'il n'en a au premier abord. Bref, tu as un récit qui est superbement construit. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Parce qu'après, malheureusement, ce genre de récit, il n'y a que quand tu as la conclusion que tu peux savoir si ça a été bien amené ou si juste le gars il était en roue libre en se disant je vais faire des effets de manche. Tu vois ce que je veux dire. En tout cas, pour le moment, les effets de manche marchent bien et j'espère vraiment que c'est un récit bien amené. En tout cas, ça en a l'air. Voilà. J'ai passé un très bon moment avec Beastars. C'est un candidat potentiel, mais j'attendrai quelques tomes pour du coup de cœur. Allez. J'attendrai quelques tomes pour du coup de cœur. Non. Ah, ça y est, il fait son Tisac. En fait, putain, tu vas me faire changer d'avis là. Allez, 2 secondes parce que tu me fais réfléchir. Vas-y, lâche-toi. D'accord. Lâche-toi. Je sens bien que tu as envie quand même de le mettre. Moi, je te dis, il y a une tension dans le bouquin qui est, je trouve, super bien menée. Voilà, c'est... Disons, ça serait con de pas mettre un coup de cœur au moins pour ce début qui est une réussite. Et les débuts réussis sont rares. Et le côté... comme ça m'a retourné et surpris à plusieurs reprises, tout en réussissant à créer une intensité et une efficacité, effectivement, on ne peut que la saluer pour un coup de cœur. Je valide de ce point de vue-là. Bravo. Non, c'est bien. Tu as su changer d'avis. Bravo. Non, mais je sais parfois changer d'avis. Voilà. Que sur les choses qui ne te coûtent pas. Ouais, c'est possible. Oui, non, mais... Du style, par exemple, sur qui doit tenir la table. Quoi Quoi On passe à la suite. On passe à la suite. Charlotte Impératrice. Alors, ce coup-ci, il n'y a pas d'animaux, donc c'est fait pour moi ou pas? Ouais, mais c'est un truc historique. Historique. Alors, les animaux historiques, c'est pour moi. En fait. Oh là là, un truc avec des animaux historiques, franchement, c'est pour toi. Voilà. Ça existe déjà, c'est une BD historique avec des animaux. Oui, on a lu des trucs dans le monde de Sherlock Holmes avec des animaux. Non, mais ça, c'est pas historique. C'est pas historique. Black Sad, c'est un peu historique avec des animaux. Black Sad, ok, j'accepte. Voilà. Alors, Charlotte Impératrice, le tome 1, donc paru chez Dargaud, fait par Fabien Nury et Mathieu Bonhomme.
On va suivre donc l'histoire de Charlotte de Belgique qui va faire un super mariage, hein, parce qu'elle va être mariée avec Maximilien de Habsbourg, si je me trompe pas. On est donc sous l'époque de Napoléon III, donc le Second Empire. Et Charlotte a des grandes idées. Elle voudrait être grande, elle voudrait être importante. Et malheureusement, de ce prestigieux et grandiose mariage, elle va s'apercevoir peu à peu que finalement son Maximilien de Marie n'est peut-être pas aussi grand qu'elle l'aurait voulu. Voilà. Il va plutôt briller par sa médiocrité et même par sa débilité profonde. Mais ça seront les autres tomes qui vont nous l'apprendre. Ah, toi, tu connais l'histoire déjà, t'anticipes, c'est ça? C'est ça, là, oui. Bah, écoute, c'est intéressant, je trouve, de s'attacher en fait au personnage de Charlotte, parce que l'histoire de Maximilien, elle est quand même assez glauque. Ah, je le connais pas. Moi, je découvre totalement. Mais bon, vas-y, poursuis. Bah, disons que, si tu veux, c'est le gars qui, en fait, à chaque fois qu'il pouvait ouvrir une porte, il a toujours pris la mauvaise. Mais c'est du pas de bol ou c'est juste... C'est juste qu'en fait, il a jamais réfléchi à quoi que ce soit, ou qu'il était teubé, ou alors très, 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 très mal conseillé. Mais en fait, il n'a pas changé de conseiller de toute sa vie. Ah, c'est peut-être ça le problème. Peut-être. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même un bon côté justement à cette histoire de s'intéresser à la femme derrière l'homme. Parce que bon, l'homme, voilà, comme je te disais, on le connaît. Mais finalement, quelle a été la vie de Charlotte de Belgique ? Ça pourrait être une histoire que pourrait te raconter Franck Ferrand, tu vois, sur France Inter. Non, maintenant c'est... Là, je n'en ai aucune idée. Radio Classique, parce qu'il a été viré de France Inter, parce que maintenant c'est Anote qui fait ses émissions. Mais bon, tu t'en fiches de ça. Charlotte de Belgique, voilà, qui va avoir en fait une vie où elle se voyait devenir une grande impératrice, devenir une grande dame du monde, et qui finalement en fait va se retrouver comme une reine un peu recluse dans un pays lointain où tout le monde la déteste, alors qu'elle n'a strictement rien fait. Bon, là, le pays lointain, tu racontes la fin du tome. Quoi. Ouais, oui, voilà. Mais bon, c'est un truc historique, donc du coup, je te raconte. Ah oui, non, mais moi, je savais pas. Donc, tu vois, moi, tu m'aurais dit, je savais pas que ça allait finir comme ça du tout. Je connais pas du tout l'histoire à ce niveau-là. Bon, alors, graphiquement... Mathieu Bonhomme. Voilà, que dire. Je trouve, c'est super bien... Les scènes sont très bien représentées. On a les scènes où on a justement toute la grandeur de cette époque-là, du Second Empire, avec des décors qui sont mais juste absolument magnifiques. Et le côté aussi relationnel avec les gens, tu vois, c'était l'étiquette entre les différents personnages qui est vraiment bien respectée. Le côté des fois où tu vois que certains respectent pas trop l'étiquette, mais ont justement ce côté un peu perverti, ce côté un peu extraverti, qui sera un peu différent. Oui. Voilà, donc, et je trouve que voilà, le dessin se prête à illustre super bien. Alors, peut-être que certains diront que c'est pas assez. Il aurait peut-être pu faire un truc plus moderne, ou que ça fait trop. Enfin, le dessin peut-être un peu daté pour certains, mais moi je trouve qu'au niveau du dessin, au niveau de la couleur, c'est une vraie réussite. J'ai trouvé ça absolument splendide. Au niveau de l'histoire, du scénario, justement, ce parti pris de s'intéresser à la femme, comme je disais, c'est super intéressant et ça peut permettre de donner envie de lire une période historique qui, au départ, en fait, aurait été juste une sorte de fait divers. Voilà. Ton avis à toi? Alors, mon avis à moi, bon, comme je le disais, tu le sais, je ne suis pas autant féru d'histoire que toi. Donc, je ne maîtrise pas aussi bien le sujet et je le découvre totalement. Moi, ce qui m'a plu dans cette bande dessinée, c'est juste que c'est Fabien Nury au scénario, dont j'avais adoré Il était une fois en France. Donc, je me suis dit, d'un point de vue truc historique, il se débrouille pas trop mal en général. Et Mathieu Bonhomme au dessin, dont j'ai adoré à peu près tout le reste. Tout. Voilà. Je vais d'abord parler du dessin de Mathieu Bonhomme, qui a toujours une très grande efficacité dans le dessin, même si là, il y a des choix dans la colorisation qui m'ont parfois semblé un peu étonnants. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait un choix de couleurs par aplat très très net, qui, ce que tu disais, il se donne un petit côté ancien parfois. La couleur ne met pas forcément en relief le dessin. Et je me demande même, quand je vois ces choix de couleurs, sauf sur certaines planches où il va vraiment jouer sur des ambiances et sur
une teinte majeure au niveau de la colorisation, mais il y a certaines des planches, je me demande si beau noir et blanc, ça m'aurait pas convenu, tu vois. Mais ouais, Mathieu Bonhomme, il dessine des personnages qui sont élégants, qui sont beaux. Il a un sens de la narration qui est efficace, ce qui est pas évident dans une BD qui reste assez bavarde. Parce que quand je te vois la feuilleter de loin, là, je vois beaucoup de bulles pleines de textes. Mais voilà, il y a un sens du cadrage, de la mise en scène qui est très efficace. Au niveau de l'historique, oui, moi j'ai été amusé de voir que on rencontre Sissi, on rencontre des trucs dont j'avais déjà entendu parler. Mais tu vois, moi je suis nul en histoire, mais je connais Sissi pas parce que c'était une impératrice, parce qu'il y a eu des films, quoi. Je suis meilleur en cinéma, peut-être, faut croire. Pourtant, la vie de Sissi aussi, il y a des choses à raconter. Ouais, je sais. Bref, quelque chose de vraiment fort sympathique, j'ai beaucoup aimé. Et puis justement, la conclusion, tu parlais il part dans un pays lointain, donc je vais éviter de trop en dire dessus. Je m'y attendais pas du tout non plus, parce que ça me semble... On a tendance à... D'un point de vue... on a tendance à considérer que c'est deux époques différentes, les deux endroits dans ma tête, tu vois. Oui, non. Je sais que c'est... Voilà, mais c'est... voilà, mais dans ma tête, sur ces deux endroits-là, sur ces deux ambiances-là, je sais que c'est la même époque. Mais en général, j'ai tendance à dire non, c'est pas la même époque parce que c'est trop différent. J'ai du mal à être clair pour les auditeurs, je pense, parce que j'essaie de pas trop en raconter pour ceux qui découvriraient cette histoire. Donc c'est intéressant, c'est une bonne entrée en matière. Tu parlais des mauvais choix, par contre, sans trop spoiler, en parlant du début, je trouve que ce qui est intéressant, c'est surtout de voir le complot qu'il y a derrière pour arranger le mariage du départ. Parce que le mariage arrangé qu'elle fait n'est pas le mariage arrangé qui était prévu. Et j'ai trouvé ça intéressant de montrer que quelque part, c'est un mariage arrangé qu'elle a choisi. Elle a été fortement, on va dire, influencée pour choisir ce mariage-là, mais c'est quelque chose qu'elle a choisi. Et ce mari que tu dis qui fait toujours les mauvais choix, globalement, j'ai surtout l'impression que c'est le gars qui n'est pas à sa place dans le rôle social que la société lui a imposé, en fait. Parce que au tout début, ça a l'air d'être pas un mauvais bougre, quoi. C'est quelqu'un de plutôt sympathique, c'est quelqu'un... Non, mais enfin, il n'est pas à la hauteur. Oui, il n'est pas à la hauteur, mais il n'a pas le choix. Non, mais attends, on peut pas tout excuser non plus. D'une part, ok, peut-être que le costume est un peu trop grand pour lui, certes, mais après... Oui, non, après... Est-ce qu'à un moment donné, tu lui dis, ok, bon... Je suis pas taillé pour ça, mais je vais me sortir les doigts et je vais y aller. Ah non, après il fait la loque et la merdouille. Mais... Voilà, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il se dit pas, à aucun moment, en fait, il va se donner les moyens des ambitions de son poste. Oui. Mais, à aucun moment. Mais la question qui se pose vraiment pour moi, c'est avait-il envie de ce poste ? Tu vois, c'est... Voilà. Ouais, totalement, ça c'est clair. Mais... Oui, mais sauf que, enfin, je te dirais, là, tu es dans une époque où malheureusement, c'est pas parce que tu n'as pas les moyens, que tu as un poste à assurer. Je veux dire, tu le fais. Ah non, mais après, c'est une contexte, c'est une époque star. Mais disons que moi, je regarde ça avec le prisme actuel aussi. Donc voilà. Bref, j'ai trouvé que c'était un tome 1 très réussi. Je sais pas combien de tomes sont prévus. Mais voilà, une histoire à suivre dont j'attends la suite. Par curiosité pour savoir quel est le destin de cette Charlotte de Belgique dont je découvre l'existence. Voilà. Donc, Charlotte Impératrice, c'est chez Dargaud par Fabien Nury et Mathieu Bonhomme. Et c'est plutôt cool. Jessica Jones. Alors, nous allons parler de 2 tomes de Jessica Jones, mais ils auraient presque droit à une chronique séparée, j'ai envie de dire. On va commencer par le tome 3 qui nous raconte la fin d'un arc qui a une importance, c'est-à-dire que c'est Brian Michael Bendis qui va finir son arc sur Jessica Jones. Pour rappel, si vous n'avez pas vu la série Netflix, vous n'avez pas entendu parler de ça, Brian Michael Bendis, il y a pas mal d'années, plus d'une dizaine d'années, a créé ce personnage de Jessica Jones pour la gamme Max de chez Marvel. Il voulait faire une gamme adulte, un peu plus violente et où il peut y avoir un peu plus de sexe. Alors, un peu plus de sexe, nous restons dans de la bande dessinée américaine, donc il y a des limites à tout. Mais où on pourrait parler de ce genre de sujet-là, tout en restant dans l'univers des super-héros.
c'est une héroïne qu'il a créée en suivant le principe de la rétro-continuité. C'est-à-dire qu'il lui a imaginé toute une histoire passée et il a fait comme si c'était un personnage qui existait depuis très longtemps mais qu'on avait oublié. Parce que n'oublions pas que les séries modernes de Marvel existent depuis 63 et qu'effectivement, il y a plein de personnages qui ont pu passer à gauche, à droite dans les séries et qu'on a zappé. Et donc, Jessica Jones, c'est une ancienne Avengers. D'ailleurs, vu que c'était une ancienne Vengeur, peut-être, aurait-on dit à l'époque, qui s'appelait Jewel et qui, un jour, dans sa jeunesse, a été manipulée par l'Homme Pourpre, un super vilain qui est complètement pourpre, violet, qui a comme pouvoir de pouvoir influencer la volonté des gens et leur faire ce qu'il veut par la parole. Qui a un pouvoir, à y réfléchir de plus près, c'est étonnant qu'un personnage avec un pouvoir aussi balèze n'ait pas été plus exploité dans l'univers Marvel, j'ai envie de dire. Parce qu'il a le pouvoir de la mort. Hein. C'est le super méchant ultime, en fait. Oui, il peut faire ce qu'il veut à n'importe qui. Il prend le plus fort des super-héros et il dit, toi, tu vas aller tuer lui. Pouf, et le super-héros, il va le faire. Il est à ce niveau-là. Dans la première série qui s'appelait Alias, mais quand ils ont voulu faire la série Netflix, ils ne pouvaient pas appeler leur série Alias parce qu'il y avait déjà une série Alias, donc ils ont appelé Jessica Jones. Et donc quand ils ont sorti la BD en même temps que la série Netflix, parce qu'il fallait aller sur le succès, ils ont rappelé la série Jessica Jones. Donc elle arrivait un peu à se sortir, de se dépêtrer de ses problèmes avec l'Homme Pourpre, à construire une relation stable avec Luke Cage, avec qui elle va avoir un enfant. Et donc, la série Jessica Jones nous racontait comment, par des circonstances diverses et variées, la relation avec son mari était un peu complexe. Et les 2 premiers tomes nous racontent comment il règle un peu la situation. Avec l'influence, peuvent avoir tous les crossovers Marvel avec invasion extraterrestre, dieu du néant, machin chose, etc. Chose que je ne suis pas trop. Dans ce tome-là, c'est le retour de l'Homme Pourpre. Et ce choix-là est intéressant car Brian Michael Bendis avait jusqu'ici un contrat d'exclusivité avec Marvel qui venait de se finir et il a désormais un contrat d'exclusivité avec DC Comics, le concurrent. Il ne pourra donc plus travailler sur ces personnages alors qu'il a été un des architectes de l'univers Marvel pendant vraiment très longtemps et qu'il a vraiment apporté beaucoup de choses là-dessus, principalement à Daredevil et à Jessica Jones, j'ai envie de dire, au niveau des choses de vraie grosse qualité. Et donc, il décide de faire revenir l'Homme Pourpre dans une histoire assez étonnante où c'est un homme pourpre qui se dit « Effectivement, je suis peut-être un connard, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ne plus en être un ?» Et il va voir Jessica Jones pour lui demander ça. Et elle fait « Non, mais là, il y a un truc. Il est en train d'essayer, sans utiliser son pouvoir, de me manipuler, de me forcer à faire quelque chose. Et comment va réussir à réagir Jessica Jones? Et comment est-ce qu'elle va régler cette histoire de l'homme pourpre? Parce qu'elle va être réglée. Et est-ce que Brian Michael Bendis va laisser des portes ouvertes pour les scénaristes qui vont venir derrière? Parce qu'il y aura des scénaristes qui vont venir derrière et il le sait. Voilà pour cet arc dont je ne vais pas révéler la chute parce qu'elle est pas mal, moi j'ai trouvé. Thio, ton avis sur cet arc narratif où on retrouve Michael Gaydos au dessin, qui était le créateur du personnage original, et des personnages vraiment sympas, même si je ne peux m'empêcher maintenant, quand je regarde le personnage de l'Homme Pourpre, à voir la tête et le jeu de David Tennant. Disons que je pense que voilà, pour ceux qui ont vu la série, c'est David Tennant désormais leur pour. Ah oui. Clairement. Moi, j'ai été très surpris en fait par le choix de Michael Bendis de finir la série comme ça. Enfin, son arc, de le terminer comme ça. Voilà, comme tu dis, on peut pas spoiler, mais ça a été un peu un choc parce que il m'a déjà surpris plusieurs fois dans ce qu'il pouvait faire avec les super-héros. Mais là, voilà, là tu te dis, ok, il a fait quelque chose quand même qui est, je trouve, assez fort et qui est mené de manière subtile. C'est fait avec beaucoup de subtilité, c'est quasiment tout dans le dialogue, et c'est une des forces de Bendis en général. Ouais. C'est le dialogue, en termes de scénariste. C'était top. Vraiment un super truc. Et du coup, c'est vrai que ça donnait très envie. Il n'y a plus de place. Arrête de taper sur les micros. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, il y en a trop. Enfin, non, il n'y en a pas trop. Mais... Il n'y en a pas trop.
Là, du coup, là, tu veux en parler ou tu en parles toi ou... Bah, je peux démarrer si tu veux, ou si tu veux Vas-y, faire le démarre, pitch. parce que fais le pitch du suivant, du coup. Voilà. Donc, Qu'est-ce qui va arriver après ce grand événement dans voilà, la vie de Jessica Jones? qui pose quand même un statu quo, enfin, à peu près standard, on va dire. Hein. Enfin, il n'y a pas de gros trucs. Bref, disons qu'on va dire que Jessica Jones, l'histoire entre Jessica Jones et l'homme pourpre est terminée. Donc voilà, et donc Jessica Jones va pouvoir repartir sur une nouvelle base. Je ne dis pas comment, c'est terminé. Donc là, c'est Kelly Thompson, Matea De Julis et Marcio Takara qui reprennent l'affaire avec des couvertures que je trouve super classe. Un côté très street art, vraiment cool. Où bah, on repart sur une Jessica Jones qui redevient détective privé et qui se relance dans les affaires, mais l'esprit vachement plus serein. Maintenant, elle est maman, elle a un foyer. Elle a une vie plus normale et un boulot, oui, qui lui fait aller dans les bas-fonds, tout ce que tu veux. Voilà. Même si, pour nous donner un petit amorce, pour nous donner envie de lire la suite, il commence par un flash-forward où on la voit qui est attachée avec un costume de Miss Marvel, en train de discuter avec quelqu'un qui l'a enlevé. Et pouf, on revient en arrière où bah, elle se balade dans le parc avec sa fille et son mari. Tout va bien. Il doit aller acheter des céréales. Voilà. Et donc, défi difficile. Bonjour, on passe après le créateur. On doit faire une histoire qui soit cool. Sur un personnage féminin qui a plutôt pas trop mal été écrit par un homme. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Mais qu'il va falloir qu'on se réapproprie et à qui on trouve des histoires intéressantes. Déjà, première approche que j'ai beaucoup aimée, on revient sur la base du personnage, c'est la détective privée. C'est la base qui a été plus ou moins contournée à gauche à droite, et c'est la détective privée qui va enquêter sur des gens à super pouvoir. Voilà. Donc là, on a une jeune femme qui vient la voir pour lui demander, il me semble, non, c'est une vieille affaire. Hein. C'est une vieille affaire, c'est un vieux dossier en fait qui est ressorti. Bon, on peut quand même dire dès le début. Oui. En fait, Jessica Jones rentre après cette balade dans le parc, elle rentre à son bureau et il y a un cadavre devant son bureau. Donc elle se baisse, forcément, codement, comme dans toute bonne série, elle prend le pouls et à ce moment-là, 2 flics arrivent et forcément l'accusent du meurtre de cette personne. Au départ, donc, Jessica Jones n'a pas pu voir le visage de la personne. Finalement, elle va voir une photo d'elle, s'apercevoir en fait que c'est un vieux dossier qu'elle a traité il y a de ça quelques années. Et que cette fille était venue la voir en lui disant que son copain lui faisait peur, sans doute il avait une double vie, qu'il devait voir quelqu'un. On dirait un bon départ de scénar de jeu de rôle. Hein, et donc là, Jessica Jones se rappelle qu'à l'époque, oui, en fait, elle avait un peu traité le dossier à la légère, par-dessus la jambe, mais qu'elle n'était pas allée au bout, et qu'un jour, en fait, elle avait eu rendez-vous avec la fille, que la fille n'était jamais venue, et que Jessica Jones s'est dit, bon, bah, là, elle s'est tombée, basta, et en fait, elle n'a plus du tout traité le dossier, même pas essayé de retrouver la meuf. Elle avait d'autres problèmes. Et là, elle se dit, peut-être que j'aurais dû. Donc, départ de l'enquête. Traitement ensuite graphique, parce qu'on arrive aussi après Michael Gaydos. Donc le style graphique est beaucoup plus moderne, beaucoup plus léché, j'ai envie de dire, assez efficace, moi j'aime bien. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé la façon dont est traité le regard de Jessica Jones, qui est dans l'enquête, et qui, quand elle voit quelqu'un arriver, d'un coup, il y a plein de petits polaroïds qui vont faire des gros plans sur des bouts du corps, et on voit le côté Sherlock Holmes, j'ai envie de dire, où elle dit tiens, hop, ça c'est un indice qui nous indique que cette personne est comme ça nous indique que ça. En gros, elle fait une sorte de scan portrait robot, d'analyse quoi, de son sujet. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que c'est une technique qui est utilisée à plusieurs reprises à chaque fois qu'elle croise quelqu'un et qui tout de suite va permettre de donner une identité graphique à la narration. Ce qui est important, je pense, quand tu passes après après un dessinateur qui a marqué le personnage vu qu'il l'a créé. Et dont ils avaient amusé à recopier quasiment ses dessins pour faire les bureaux dans la série télé, tu vois. Ils étaient allés jusqu'à ce niveau-là. Donc ça marche super bien. Elle mène son enquête. Bien sûr, d'autres cadavres vont arriver. Certains vont se relever, et là ça devient bizarre. Il va y avoir quelques petits cliffhangers de fin d'épisode où des gens vont mourir alors qu'on s'y attendait pas vraiment. N'est-ce pas, Thio, qu'il y a eu des morts que tu t'attendais pas en fin d'épisode, pouf, un mort. Oui, mais voilà, ça fait... C'est normal. Les codes du polar classique. Voilà. Et puis dans Jessica Jones, il y a quand même... Souvent, il y a peu d'embarras par rapport au personnage. Hein. Oui.
ils peuvent disparaître et c'est pas. Souvent des personnages secondaires aussi. Hein. Oui, mais c'est moins. Dans d'autres séries, on a quand même beaucoup moins qui disparaissent. On découvre toute une galerie de super-héros ou de personnages Secondaires. pulp que je connaissais pas, mais qui sont assez fun. La tueuse de monstres. La tueuse de monstres sur les bords de l'Hudson, c'est ça. Ouais, voilà. Ils s'en profitent pour faire quelques scènes de baston. C'est efficace, ça marche très très bien. Bref, un bon moment, mais surtout, un cliffhanger de connard. Voilà. Mais là, je ne peux pas en dire plus. Voilà. J'ai passé un très bon moment et je trouve que le défi est relevé par l'équipe qui a repris la série. Faut voir s'ils vont réussir à faire des choses aussi marquantes, mais après, ça devient difficile sur un personnage d'encore aller en plus à fond dans sa psyché sans que ça devienne une sorte de Frankenstein psychologique, tu vois. Ça ferait un peu trop d'histoires différentes, trop de choses pour le même héros, quoi. Mais du coup, ça se rapproche quand même pas mal de la Jessica Jones de la série Netflix. Oui, je trouve. On est plus proche. Puis l'avantage qu'il y a du côté enquête et polar, donc là, on a une enquête bouclée quand même dans le tome 4. Et on peut tout à fait commencer la série par le tome 4 si on n'a pas lu la série de Bendis. Ça marche tout à fait, je trouve. Voilà. Donc pour moi, c'est une bonne reprise, c'est une réussite, c'était pas évident. Et je lirai la suite avec impatience. Il faut savoir que cette série-là, à la base, était publiée online seulement, je crois. C'était assez étonnant. Je ne sais pas comment s'est faite exactement l'adaptation. En tout cas, voilà. Jessica Jones, un personnage que j'aime beaucoup et que je vais continuer à suivre. Et je suis de moins en moins de personnages super-héroïques. Giant, le tome 2 de Michael chez Dargo. Ça fait donc longtemps que j'avais acheté le tome 1. J'ai mis du temps à acheter le tome 2 parce que du coup, il y a déjà sa nouvelle BD à Michael qui est déjà sortie chez Dargo. Je crois que c'est le Boot Black. Boot Black, voilà. Donc Giant, le tome 2, on avait quitté Jack Jordan, alias donc Géant à cause de sa carrure. Qui est, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, le mec qui met les boulons sur les poutres dans les gratte-ciel. On est en 1932 à New York, on est en train de construire le Rockefeller Center où justement travaille Jack. Jack qui dans le tome 1 avait donc un pote de travail qui a eu un accident, qui est donc mort. Et c'est Jack qui a dû en fait envoyer la lettre pour dire à la veuve donc de son pseudo-ami, parce que visiblement Jack n'est pas très causant, pour lui dire en fait que son mari est mort et que va devoir désormais se débrouiller toute seule avec ses 4 ou 5 gosses. Et Jack en fait ne se sent pas de le faire, alors du coup il va commencer à entretenir une sorte de relation épistolaire avec la veuve qui ne sait pas qu'elle est veuve, où il va endosser le rôle du mari en fait qui était parti travailler et il va envoyer son salaire à cette femme qui est en Irlande pour lui permettre justement de mieux vivre. En fait, il est en train un peu de s'inventer une famille en fait dans le tome 1. Et donc là, dans le tome 2, on va le retrouver toujours donc avec cette relation épistolaire. Il s'est fait défoncer la bouche par la mafia italienne. Mais les copains du chantier, on va dire, sont venus avec leur finesse le sortir de ce mauvais pas. Oui. Pardon. Ouais, je t'en prie. Voilà. Et donc là, Jack the Giant, donc, lui est en train de se remettre de son petit souci de santé. Et Marie, la veuve en question, elle, finalement, avait pris le bateau pour venir retrouver son mari avec ses enfants. Vous imaginez bien que cette rencontre va peut-être poser quelques petits soucis, car c'est peut-être pas... Voilà. Je ne dis pas la suite. Je te remercie, Evelyne, de participer. Tu peux parler dans le micro, il est juste là. Non, c'est pas la peine de chuchoter, parce que toi, tu nous fais des interruptions, on entend une sorte de truc dans le fond et les auditeurs se disent mais qu'est-ce qui se passe ? Non, je vous alors que tu pas pourrais la lui suite, dire de vive voix. Mais il se passe toujours plein de choses dans ce tome. Graphiquement, je trouve que Michael, dont on avait déjà parlé aussi sur Promise, a terriblement encore progressé. J'adore ce style, quoi. Il y a une ambiance un peu dans les tons de sépia qui font le truc un peu vieux, un peu rétro, qui fonctionne bien. Tous les personnages ont une bonne gueule de New-Yorkais que tu peux voir dans des séries ou que tu as déjà vu dans d'autres
dans d'autres BD ou que d'autres comics, quoi. Il y a une vraie ambiance qui se dégage de ça, et un côté en fait très humaniste à ces histoires qui m'a bien plu. Voilà. Voilà. Au départ, Giant, je l'avais acheté comme ça, on va dire, sur un petit coup de tête. Le tome 2, j'ai mis du temps à l'acheter. Je pense que le Boot Black, je vais quand même vite m'y mettre, quand même, pour pas non plus attendre encore une fois 2 ans ou 3 ans. Surtout qu'on est dans la même ambiance. Apparemment, il y a fait. même des personnages redondants entre les deux, j'ai entendu dire. Ah, je pense que j'ai lu un truc comme ça. Je pense qu'il y a la journaliste qui va sans doute pouvoir être dans les deux. Giant. Alors, on va tout de suite balayer les évidences. Oui, le dessin est efficace. La narration de Michael fonctionne très très bien. Si je devais tirer et chercher un petit peu, parfois sur les visages, sur les gros plans, c'est un petit peu léger, mais c'est pas sa force. Sa force, c'est les ambiances et la composition des pages, principalement. Il arrive à te créer ce côté clair-obscur qui marche vachement bien. Ce travail d'humain écrasé par la ville. Voilà, ça fonctionne, c'est super. Niveau scénaristique, on est dans la pure continuité du tome précédent, et disons qu'on en savait déjà assez dans le tome précédent pour se douter globalement de ce qui allait se passer. Ça reste une belle histoire, mais c'est pas une surprise, et je trouve dommage que ce soit 2 tomes en fait. Parce que justement, à la fin du tome 1, on attend le tome 2, tout en ayant une idée de ce qui va se passer, et on n'est pas totalement déçu. Il y a pas, tu vois ce que je veux dire ? Alors que si on avait tout enchaîné d'un coup, on aurait eu une belle histoire, et je pense qu'elle nous aurait un peu plus touché. Là, il y a cette pause, c'est dans notre lecture, c'est mon ressenti de lecture. Voilà. Alors je sais que les éditeurs rechignent en général à faire des gros albums. Je sais que les auteurs aiment bien aussi faire 2 albums parce qu'ils sont un peu mieux payés en général quand ils font 2 albums plutôt qu'un seul. Je trouve que parfois, il faudrait que l'éditeur sorte le chéquier et dise bon, écoute, tu m'en fais un gros album, il sortira pas tout de suite, et voilà, quoi. Bref, voilà, moi j'ai trouvé que c'était joli, c'était efficace, c'est une belle histoire, les personnages sont touchants. Là, il y a la famille à qui il écrit qui est un peu plus présente dans l'histoire, forcément. Mais voilà, pour moi, il y a ce côté, c'est cette scission entre les 2 tomes qui m'a un petit peu coupé la narration, j'ai envie de dire. Ok. Voilà. Mais Giant reste une BD fort intéressante. Donc Giant de Michael chez Dargo, donc 2 tomes qui forment une histoire complète et que je vous recommande donc d'acheter en même temps autant que possible. Et on arrive aux Express. Express. La revanche du retour de la guerre, du retour contre-attaque de Thierry Vivien. C'est un tome 3, je crois. Des recueils de bandes dessinées parodiques sur l'univers de Star Wars par Thierry Vivien. En gros, Thierry Vivien, il trouve un jeu de mots débile dans le monde de Star Wars, il te le met en image. Voilà, je crois que j'ai totalement résumé le truc. Donc c'est une série de jeux de mots débiles dans l'univers de Star Wars mis en image. Ça demande d'avoir une culture de Star Wars assez poussée pour connaître le nom des personnages sortis du néant parfois, parce que il va te prendre n'importe quel nom du petit personnage du fin fond du néant et faire un jeu de mots débile dessus. Il y a quelques histoires un peu plus longues qui jouent sur des quiproquos. Alors j'aime beaucoup, quand Darth Vader ou l'empereur... Quand l'empereur veut assurer l'étoile. Voilà, quand l'empereur veut assurer l'étoile, qui est, je pense, le meilleur truc de l'album, parce que c'est vraiment du dialogue absurde du début à la fin. Surtout, ça dure presque 20 pages. Oui, et c'est du gros n'importe quoi. Il y en a d'autres, il en a fait d'autres dans le genre. Mais je le suis en ligne. Mais celui-là, il fonctionne très bien. Voilà. Après, moi, pareil, c'est Thierry Vivien, c'est quelqu'un que je suis en ligne. De temps en temps, il publie un truc. Je regarde, je souris. Là, ça fait beaucoup d'un coup, en fait, enchaînement de jeux de mots. Au bout d'un moment, tu fais haha, ho ho, ouais, bon, c'est bon, hein. Ça reste de l'humour pas très léger, j'ai envie de dire. Et en album, je pense que ce serait pas en parodie à Star Wars, je suis pas sûr que ça se vendrait aussi bien. C'est possible. Voilà, je suis pas sûr que Jungle l'aurait publié non plus si ça n'avait pas un lien avec Star Wars. C'est pour ça qu'on va tout de suite passer à la suite.
Les Spectaculaires, tome 3. Donc, ce coup-ci, c'est Paris sous l'eau, je crois. Oui. Non, Les Spectaculaires prennent l'eau. Après la Oui. Divine Amante et... Les spectaculaires prennent l'eau. Bien. C'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, Les Spectaculaires prennent l'eau. On va donc suivre de nouveau nos spectaculaires qui vont essayer de sauver Paris d'une noyade annoncée. Donc en gros, au résumé, c'est une sorte d'équipe de pseudo super-héros avec des gadgets qui leur permettent voilà, de devenir des super-héros. Gadgets qui fonctionnent plus ou moins bien, surtout quand ils affrontent un génie du mal, qui lui aussi a des gadgets qui sont plus forts que les leurs. Et là, on est dans le Paris des années 20. Ouais, je dirais 20. 30. 20-30, quoi. Voilà, il y a le préfet Lépine. Lépine. Voilà, connu pour aimer les inventions. Donc, je ne sais plus comment le situer historiquement. C'est toi, normalement, qui situe bien les trucs. Mais là, non, en fait, c'est quand c'est trop proche, je ne suis plus, en fait. Graphiquement, c'est toujours aussi joli. C'est toujours au tiré poids de vin. Graphiquement, c'est toujours aussi joli. Moi, j'adore ce petit côté un peu cartoony Titi parisien qui fait vraiment super bien le taf. Des instants qui sont quand même, je trouve, des fois très cocasses et très drôles. Les spectaculaires, voilà, c'est je pense, la bonne bande dessinée pour ados qui peut vraiment très bien fonctionner. T'as vu, j'ai situé pour l'âge pour une fois. Ouais. Pour notre spectatrice invisible. Pour ceux qui ne parlent pas. Un très trop cool. Voilà, les spectaculaires, en plus c'est joli, c'est vraiment voilà, la bande dessinée de Rue de Sèvres à avoir, en plus de toutes les autres de Rue de Sèvres. Oui, parce que... Ils font le bon truc. Mais donc voilà, 1, 2, 3, les spectaculaires, allez-y sans hésiter. À chaque fois, c'est des one-shots, il n'y a pas de rappel par rapport aux histoires précédentes. Vous pouvez commencer directement aux 3 si vous avez envie. Maintenant, se faire les 3 en même temps, ce sera un régal. Bon plaisir à vous. Eh bien, nous en avons fini avec ce deuxième enregistrement de reprise. Donc, la deuxième émission de l'année. Merci de nous avoir écoutés. On espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission, peut-être en compagnie de Tizak. Il faudrait qu'il lise un peu, on va voir. Peut-être va-t-il lire. Surprise. Peut-être qu'il va arrêter de changer des couches aussi. Moi, ça fait 2 ans, je continue à en changer. Hein. Enfin bon. C'est parce que ta fille, tu lui as pas dit, allez, sois propre. Sois propre et tais-toi. Transforme-toi tout de suite. Bref, voilà, n'hésitez pas à aller sur lavoidesbulles.fr pour avoir toutes les informations concernant nos réseaux sociaux et à parler de nous autour de vous, parce que c'est comme ça que nous devenons célèbres, à défaut d'être riches. Oui, même célèbre en fait. Même célèbre, on peut laisser tomber, je pense aussi. Mais si vous voulez nous faire écouter à votre grand-mère, vous avez vu, nous parlons de sujets très variés, aussi bien de la Baba Yaga que de porn story, que de littérature jeunesse. Nous sommes ouverts à tous les genres. Mais ça peut peut-être émoustiller votre grand-mère si on parle de porn story. Oui, super 8. Bref, merci encore à vous d'avoir été présents. Merci à la chatroom et aux quelques survivants malgré l'heure qui se fait tardive. Et on se retrouve donc très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.